Leila Chaïd. Je voudrais commencer par ça. J'ai l'impression que ta vie, ton existence entière, coïncide avec l'histoire de ton pays, de la Palestine. Tu n'as pas tort, parce que je suis née en 1949 et la Palestine a disparu en 1948. Et je suis née d'une mère née à Jérusalem, déportée avec sa mère et ses frères et sœurs parce que son papa était un dirigeant nationaliste qui luttait contre la colonisation britannique. Et tu sais où ils l'ont envoyé? Ils l'ont envoyé aux Seychelles, la prison où ils mettaient les nationalistes indiens, pakistanais, palestiniens, c'était aux Seychelles. Mon grand-père a fui pour ne pas être arrêté au début et ma mère donc, est arrivée au Liban à 15 ans et elle a été à l'université. Et c'est à l'université qu'elle a rencontré mon père, qui était le médecin des étudiants de l'université américaine de Beyrouth. Et donc, moi, je suis née vraiment avec la Nakba. La Nakba en arabe, c'est le traumatisme le plus grave chez les Palestiniens, c'est la disparition de la Palestine. Parce qu'en quelques années, on a privé les Palestiniens de leur pays et on a créé un foyer national juif à la place. Et les Palestiniens étaient là depuis toujours, depuis la Bible. Et donc, c'était un traumatisme très profond parce que en 48, ils ont occupé Beyrouth, Jérusalem-Ouest, où elle est née. Elle est née, la maison où elle est née était à l'ouest de Jérusalem, qui était entièrement arabe. Elle n'était pas du tout juive. Eux ont décidé de faire leur capitale là-bas, mais c'est une décision politique. Et donc, je crois que ma mère est la première qui m'a parlé de la Palestine. Je suis née au Liban, à Beyrouth, en 1949, le 13 juillet. J'étais dans un appartement de la ville, je n'étais pas dans un camp de réfugiés. Donc, j'étais un enfant, je ne savais pas grand-chose sur la Palestine. J'étais asthmatique. Et donc, souvent, la nuit, je faisais des crises d'asthme. Et ma mère venait, je n'oublierai jamais, elle me caressait le dos. Parce que lorsque tu es asthmatique, tu fais un tel effort pour respirer qu'après, les muscles deviennent très durs. Et elle me racontait des histoires. Et en fait, j'ai fini par comprendre que toutes les histoires qu'elle me racontait, c'était ces histoires de son enfance. Sa manière de garder sa mémoire vivante était de me raconter ça comme des histoires des mille et une nuits. Elle m'a jamais raconté Chaperon rouge ou Cendrillon. Non, ses souvenirs comme enfant à Jérusalem. Elle a été très heureuse comme enfant à Jérusalem et c'était sa manière de garder cette mémoire qu'elle a fini par transmettre avant de mourir dans un livre. Et donc, c'est vrai que il y a des étapes. Alors, 48, c'est une étape très importante. Moi, je nais en 49. Lorsque je fais mes crises d'asthme, j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais je comprends déjà. Elle me parle de très beau chêne qui a 1500 ans d'âge. Elle me parle des oiseaux. Elle me parle de ce qu'elle faisait avec ses amis, les paysans qui habitaient dans leur maison de campagne. Je saute carrément de là, de 48 à 67. 20 ans après, il y a la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours tombe le 5 juin 67. C'est le jour du bac. Je suis dans le lycée français, je dois passer le bac. C'est le même jour qu'ils bombardent. Et nous, parce qu'on était des imbéciles, on était très contents. Plus de bac, on a annulé le bac. Il faut rester à la maison, il faut mettre des couleurs sur les vitres pour que les avions ne voient pas la lumière. Et donc, on remet le bac à plus tard. Lorsqu'on perd la guerre en 6 jours, on est tellement humilié, on se sent coupable d'avoir été content qu'on a annulé le bac à cause de la guerre. Et moi, c'est ma première transformation sur le plan politique. Je comprends le rapport de force, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent faire la guerre, je comprends qu'il peut y avoir occupation militaire des territoires, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan et Jérusalem-Est, ils sont tous occupés en 6 jours, en juin 67. Et donc, je suis bouleversée parce que je me sens humiliée en tant que citoyenne arabe, pas seulement en tant que palestinienne. Et comme moi, beaucoup de Libanais, beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de Syriens se sentaient écrasés par le rapport de force tellement en défaveur, parce qu'il y avait quand même 4 armées arabes, l'armée jordanienne, l'armée syrienne, l'armée libanaise et l'armée égyptienne. Et une armée israélienne qui ont battu tout le monde en 6 jours. Et donc, j'ai décidé, à partir de ce jour-là, que moi, je ne pouvais pas m'éloigner de la politique, qu'il fallait
que je comprenne comment les Arabes peuvent être battus en 6 jours lorsqu'ils ont 4 armées devant une armée israélienne. Et ça, c'est le moment où je deviens plus politisée et je cherche la Palestine. Mais on n'avait pas le droit d'aller parce que c'était un territoire occupé militairement. Donc, où je vais? Dans le camp de réfugiés. Parce que pour moi, le camp de réfugiés palestiniens au Liban, c'est une petite Palestine. Parce que lorsqu'en 1948, ils sont expulsés, parce que c'est le plus grand nettoyage ethnique qui a eu lieu dans la planète, parce que 700 000 Palestiniens sont chassés sur 1,5 million, ça veut dire la moitié de la population. Ils sont où? Ils sont dans les camps de réfugiés, au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et donc, moi, je vais rencontrer les associations qui travaillent dans le camp, et je trouve une petite Palestine, parce que les gens se regroupent par les villages d'origine. Les gens de Sakhnin se remettent ensemble. Les gens de Hébron se remettent ensemble. Les gens de Jérusalem se mettent ensemble. Parce qu'au début, les Nations Unies les ont placés comme ils voulaient. D'ailleurs, chose très négative, ils ont séparé les chrétiens des musulmans. Ils ont fait un camp pour les chrétiens, qui s'appelle le camp de Dbaïé, au nord de Beyrouth, et Sabra, Shatila et Bourj Lebraj, et les autres camps étaient à Beyrouth-Ouest. Et donc, moi, je pense que ça a été une date très importante dans ma vie, 67. Dans ma vie, dans la vie de beaucoup de gens, mon ami, par exemple, Lias Khouri, le Libanais, la vie de Mahmoud Darwish, qui a réalisé que lui, il était seulement palestinien et pas israélien, puisqu'il avait un passeport israélien. 67 a été un moment vraiment majeur de mon évolution en tant que jeune fille, parce que j'avais seulement 18 ans, je veux dire. Normalement, je n'aurais pas dû m'intéresser tellement à la politique. Voilà, ça c'est des étapes. Puis j'ai commencé, à cause des camps, j'ai commencé à militer avec les gens du camp, avec le mouvement Fatah, parce que pour moi, c'était le seul qui était complètement laïque, non religieux, parce que je ne pouvais pas accepter l'introduction de la religion dans la vie politique, parce que je voyais l'exemple du Liban qui était très confessionnel, souvent à cause des Français d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'était une période très importante parce que c'est là que j'ai rencontré la Palestine. Je dis souvent, ma Palestine, c'est le camp de réfugiés au Liban. Parce que je ne vivais pas en Palestine, je vivais à Beyrouth. Je n'ai été après en Palestine qu'après les accords d'Oslo. Et avant l'occupation de la Cisjordanie, parce que de 48 à 67, c'était un territoire jordanien, la Cisjordanie. Et Gaza, un territoire égyptien. Mais à un certain moment, ça, l'on peut définir ton initiation politique. Oui. Mais après, tu as eu un rôle politique formidable à partir de l'année 89, oui. Oui. Et si tu peux nous dire un peu les étapes de ton travail politique à l'extérieur, oui, car tu as emporté ta Palestine ailleurs aussi. Alors, j'ai beaucoup milité dans les camps. Après, j'ai fait la connaissance d'un parti politique qui est le Fatah. Et j'étais un peu révoltée par le fait qu'en 70, la direction politique de l'OLP quitte la Jordanie après les événements de septembre en Jordanie et les massacres et viennent au Liban. Et au Liban, ils mettent de côté les responsables palestiniens du Liban et ils prennent eux la direction. Yasser Arafat, Abu Iyad, Abu Jihad, Kamal Adwan, tout ça c'était des dirigeants qui étaient en Jordanie. Et ils viennent au Liban et au Liban, ils ne se soucient pas qu'il y a une direction locale qui était de très bonne qualité. Alors moi, furieuse contre l'absence de démocratie, comment ils viennent et ils prennent notre place, je décide d'aller continuer mon doctorat en France, parce que moi j'ai fait anthropologie à l'université américaine à Beyrouth. Mais les théories qu'on nous enseignait étaient tellement stupides, parce que c'est des théories américaines, que j'ai dit à ma mère, je veux aller continuer mon doctorat en France parce qu'ils sont un peu plus intelligents. Parce que, par exemple, David Lerner, un sociologue américain, disait, on peut calculer la modernité d'une société par le nombre d'antennes de télévision. C'est ça la sociologie américaine. Et donc, j'ai été en France, et très vite en France, il y avait un représentant qui a été un très grand ami, qui a été malheureusement assassiné en 78, c'était Azzeddine Kalak. Azzeddine Kalak était un physicien qui a fait son doctorat à Poitiers en France, qui a été nommé au début
président de l'Union des étudiants palestiniens en France, puis représentant de l'OLP après l'assassinat de son prédécesseur, qui était Mahmoud El-Hamshari. Tous assassinés par les Israéliens, soi-disant parce qu'ils ont été mêlés au massacre des athlètes à Munich. Ils n'avaient rien à faire avec ça. Et après, un des commandos israéliens a écrit un livre pour dire « On a assassiné des gens qui n'avaient rien à faire avec Munich ». Donc, lorsque je suis arrivée en France, Ezzeddine Kalak était très content qu'il avait une Palestinienne francophone qui peut parler devant la radio et la télévision et qui fait un doctorat. Alors, il m'a envoyé un ami tunisien pour me convaincre d'aller travailler avec lui. J'ai dit non, moi je suis venue pour étudier, je vais faire mon doctorat était sur le camp des réfugiés palestiniens au Liban. Ça s'appelait Structure sociale des camps palestiniens au Liban. Donc je n'étais pas loin de la Palestine, mais je ne voulais pas revenir au Fatah parce que je trouvais qu'il n'était pas assez démocratique. Et donc, petit à petit, il y a eu des événements terribles au Liban. Et le plus important était le siège du camp de Tal el-Za'atar. Et donc, le camp de Tal el-Za'atar, 3000 habitants du camp ont été massacrés par les phalangistes sous l'œil bienveillant de l'armée syrienne de Hafez al-Assad. Et comme l'aéroport était fermé, c'était la guerre civile qui a duré au Liban de 75 à 90, 15 ans. Et je n'ai pas été. Je n'ai pas été à Beyrouth pendant cette période-là. Je n'ai pas été aider les gens à Tal el-Za'atar. Et je m'en suis beaucoup voulu parce que je connaissais bien Tal el-Za'atar. J'avais beaucoup travaillé beaucoup milité avec les gens. J'ai même amené Éric Rollo à Tal el-Za'atar. Et donc, j'ai pensé que je n'avais pas le droit de ne pas dire oui à Ezzeddine Kalak, que le doctorat c'est très bien, mais c'est pas plus important que la Palestine. Donc, j'ai laissé tomber mon doctorat. Et j'ai été travailler avec Ezzeddine, au début avec les étudiants palestiniens en France, dont je présidais l'association. Et puis après, j'étais une citoyenne normale. Je veux dire, je travaillais avec Ezzeddine comme son adjointe, son collègue. Il m'envoyait voir les responsables français, les responsables de parti, les ministres français, parce qu'il a très bien travaillé. Et malheureusement, il a été assassiné par les Israéliens en 1978 via Abou Nidal. Parce que Abou Nidal était vraiment un type qui était prêt à être recruté par qui payait mieux pour assassiner des gens. Et donc, ils ont assassiné Ezzeddine Kalak. Et à la même année 1978, j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée et j'ai été au Maroc. Et pendant longtemps, j'étais juste une militante, je n'étais pas du tout un représentant officiel. En 1989, il y a un congrès du Fatah. Et je suis un peu nostalgique du Moyen-Orient en Afrique du Nord, parce que moi j'habitais donc Rabat, la capitale du Maroc, et les événements qui concernent la Palestine avaient lieu au Proche-Orient. Donc je me sentais un peu isolée. Donc je vais à ce congrès. Et dans ce congrès, il fallait réélire le comité exécutif de l'OLP, les membres et le président. Le président était Arafat, bien sûr, depuis déjà assez longtemps. Mais lui, il n'était pas depuis 1964 le président, il y avait un type avant lui, Ahmad el-Shoukairi. En tout cas, une dame qui travaille avec Arafat, son chef de cabinet, avait décidé de faire une grande réception dans son jardin pour encourager les femmes palestiniennes à voter pour Arafat. Donc, elle l'aidait dans sa campagne électorale. Et Arafat me dit, je veux te nommer ambassadeur, la première femme ambassadeur pour la Palestine. Je dis, mais moi je suis mariée, j'ai un mari qui m'attend à Rabat et je ne veux pas devenir ambassadeur. Comment tu ne veux pas devenir? Mais je milite pour la Palestine sans être ambassadeur. Pourquoi je dois devenir une officielle? Il m'a dit, ça veut dire que tu méprises les représentants de l'OLP, les hommes qui sont représentés. J'ai dit, non, je ne les méprise pas, mais moi, je n'ai pas envie d'être une officielle. Je préfère être libre. Et je veux rentrer parce que mon mari m'attend. Le lendemain, on va aux réunions du Conseil national. Le Conseil national, c'est comme un parlement en exil. Donc je vais, parce que je suis encore une fois, j'ai envie de me rapprocher de nouveau de la Palestine. Parce que j'ai vécu quand même 15 ans, de 78 à 89, j'ai vécu au Maroc. Et donc, je vais
Donc, le lendemain, à la réunion du Conseil national, je suis assise avec les jeunes gens qui sont des débutants dans le travail politique, et Arafat me dit, viens ici, je vais te nommer ambassadeur en Irlande. Parce qu'en Irlande, on a juste un Irlandais qui tient le bureau d'information. Mais on n'a pas de femme ambassadeur. Tu veux être la première. Je lui ai dit, Abou Ammar, je t'ai dit que je ne veux pas, que je devais rentrer parce que mon mari m'attend. Il m'a dit, mais moi, j'ai téléphoné à ton mari hier soir et il m'a dit de ne pas t'écouter et de te nommer parce que lorsque tu regardes TV5, tu pleures. Parce que TV5 montrait des images du Liban, de Tal Zatar, etc. Et c'est comme ça qu'il m'a nommé en Irlande, et après en Hollande, et après en France, et après à Bruxelles. C'est-à-dire que personne ne réalise. Mais Arafat était très féministe, parce que lorsque j'ai travaillé dans les camps, avant que je ne parte en France et au Maroc, il était toujours il soutenait les femmes. Disons qu'il voit que Maria prend des initiatives pour faire des programmes d'éducation, pour faire des jardins d'enfants, parce que l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, avait des lycées, mais n'avait pas de kindergarten, n'avait pas de classe avant l'âge de 6 ans. Et donc, les enfants étaient dans la rue, dans le camp. Donc, il y a des femmes qui ont fait des kindergarten personnellement pour que les enfants ne restent pas dans la rue. Et donc, il les soutenait beaucoup. Il les soutenait, il les protégeait, il les finançait, surtout lorsque c'était des femmes. Pas les hommes. Les hommes étaient soi-disant tellement abattus d'avoir tout perdu qu'ils ne prenaient pas d'initiative. Qui prenait l'initiative? Les femmes dans le camp. C'est pour ça que Jean Genet, lorsqu'il parle des femmes palestiniennes, il dit « elles sont fortes ». C'est elles qui résistent, c'est elles qui ont produit la révolution palestinienne. C'est vrai, parce que les hommes étaient tout le temps au café, en train de siroter le café et de fumer le narguilé, le pipe là, et ne prenaient pas d'initiative réellement sociale, économique, culturelle. C'est les femmes qui le faisaient beaucoup plus. Mais, Leila, il y a quelques jours, j'ai parlé avec cette Palestinienne, je te disais, Sama Jabr. Oui. Docteur, psychothérapeute, psychiatre. Oui. Elle me dit qu'une des manières les plus subtiles, les plus cruelles des Israéliennes d'attaquer la Palestine est à travers la dévirilisation des hommes, l'humiliation constante des hommes. C'est très vrai. C'est très vrai. Je te disais que l'image que j'ai eue la première fois que je suis entrée dans le camp, il faut déjà dire que les camps au Liban étaient complètement encerclés par le deuxième bureau de l'armée libanaise. Le deuxième bureau, ça veut dire les renseignements. Ils entouraient les camps et il y avait une porte ou 2 portes ou 3 portes. Et pour entrer dans le camp, il fallait avoir la carte de l'UNRWA, qu'on est officiellement un réfugié. Sinon, des gens comme nous, qui habitions à l'intérieur de la ville de Beyrouth, n'avaient pas le droit d'aller dans le camp. Nous, on allait clandestinement pour aider les comités des femmes, les comités qui résistaient à l'intérieur. Et donc, la première impression que j'ai eue, vraiment la première impression, c'est que les hommes étaient assis comme ça. Déprimés. Les épaules cassées comme ça. L'air malheureux. Il n'y avait pas encore de révolution, hein. Malheureux. Et les femmes couraient dans tous les sens, rangeaient la maison parce qu'ils avaient des petites maisons. Donc, le soir, ils mettaient des matelas par terre et ils dormaient. Le lendemain, c'est la maman qui doit enlever les matelas pour faire de l'espace pour le repas, parce que le repas se fait dans la même chambre. Elle mettait les matelas les uns sur les autres. Le soir, il fallait descendre les matelas. Donc, les femmes étaient actives à la maison, mais aussi à l'extérieur de la maison. Lorsqu'il y a eu les écoles de kindergarten qui ont été fondées par des gens plutôt de la classe moyenne, les femmes allaient aider pour faire des classes de chant, des classes de dabke, la danse, pendant que ceux qui étaient un peu plus éduqués faisaient des cours d'anglais, de mathématiques, de sciences naturelles. Et j'étais très admirative du fait qu'elle prenait l'initiative. Petit à petit, après 67,
les hommes ont commencé à avoir la perspective de devenir des fédayines, comme les appelle Jean Genet. Ça veut dire des combattants, de résistants contre l'occupation israélienne, contre la politique des pays arabes. Et ils ont repris un peu plus de self-confidence, un peu plus de confiance en eux-mêmes. Et ils n'étaient plus complètement affaissés comme ça devant les portes de leur maison, mais ils commençaient, il y a des gens allaient chez les marxistes-léninistes, d'autres allaient chez les maoïstes, d'autres allaient chez les communistes. Et donc, la révolution était pour eux une manière de regagner leur dignité, de ne pas se sentir complètement niés comme êtres humains, comme gens qui ont de la dignité. C'était très important ça. Et j'ai vu la transformation. Genet a vu la transformation et en a très bien parlé dans Un captif amoureux. La dignité est très importante pour des gens humiliés. Et Dr Samah a raison de dire que la stratégie israélienne, c'est de détruire la psychologie des gens en les humiliant tout le temps. C'est ce qu'ils font aujourd'hui dans les territoires occupés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Gaza? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Cisjordanie? C'est humilier, 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 pour qu'à la fin, tu t'auto-détestes. Tu te détestes toi-même parce que tu réalises que tu es humilié et que tu ne peux rien faire. C'est l'intériorisation de... Oui, tout à fait. Ils intériorisent cette humiliation. Je suis très intéressée à ton point de vue et à ton histoire et à ton expérience, car tu as démontré toute ta vie que l'on peut faire la politique seulement si l'on ne perd pas le contact, la relation avec la culture. Et alors, faire de la politique, c'est faire de la culture. Moi, je t'ai rencontré à travers Mahmoud Darwish, Souad Amiri, John Berger, Elias Khoury. Et tu étais toujours là où Christian Salmon Parce que moi, je pense que la culture est dans tout ce qu'on fait, dans la cuisine qu'on prépare, dans la conférence qu'on fait, dans l'explication de qu'est-ce que c'est la Palestine. S'il n'y a pas une dimension culturelle, comment on s'habille, comment on fait une architecture, comment on décore sa maison, tout ça, c'est de la culture. On ne peut pas mettre la culture de côté. La culture est peut-être l'élément qui fait de nous vraiment des gens universels. Parce que la culture ne peut pas être séparée par nationalité. Avec le temps, je deviens très, très, très peu nationaliste. Je n'aime plus le nationalisme parce qu'ils séparent les gens. Ils ne font pas une ouverture humaniste, une ouverture culturelle, une ouverture linguistique. La poésie, par exemple, la poésie, elle n'a pas de frontières. Le cinéma, il n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières. Tandis que la politique, elle a beaucoup de frontières. Et donc, très vite, comme mon travail, je n'ai jamais été représentante de la Palestine dans les pays arabes. J'ai toujours été, parce que je connais des langues, représentante à l'étranger, en Europe, surtout en Irlande, en Europe. Et donc, je faisais des conférences aussi aux États-Unis, là où ils avaient besoin de quelqu'un pour expliquer qu'est-ce que c'est les Palestiniens. Parce que Golda Meir, qu'est-ce que c'est les Palestiniens? Ils n'existent pas. Et donc, il fallait qu'on raconte aux gens notre mémoire, ça veut dire comment on a été dépossédés de notre terre, parce que les Anglais n'avaient pas une colonisation de peuplement. Ils n'ont pas amené des Anglais s'installer en Palestine, comme par exemple les Français en Algérie. Mais ils avaient l'idée que cette région du monde est importante parce qu'elle a du pétrole. Eux étaient le mandat, donc c'est eux qui avaient l'administration, l'armée qui était là. Ils étaient beaucoup plus forts que les Palestiniens. Et ils ont fait ce qu'on appelle la déclaration Balfour, qui dit qu'on va aider le mouvement sioniste à faire un foyer national juif en Palestine. Sans les Anglais, les Israéliens n'auraient jamais pu faire un État parce que il n'y avait même pas d'armée encore. Il y avait des mouvements militaires qui étaient comme l'Irgun et les Stern. Les Anglais les appelaient des groupes terroristes, parce que toute personne qui manie les armes est terroriste, soi-disant. Et donc, moi, j'ai travaillé surtout à l'étranger, et très vite, en circulant, parce que j'allais faire des cours d'anglais, j'ai compris que les gens ne savent pas ce qui s'est passé en Palestine. Ils pensent que depuis la Bible, la Palestine est juive uniquement, et que les Palestiniens étaient des Arabes qui viennent du désert, qui viennent d'autres pays. C'est ce que disait la propagande israélienne. Les Palestiniens, ils ont tous les pays arabes, ils n'ont qu'à aller dans les pays arabes, on ne veut pas d'eux ici. Et si tu n'expliques pas l'histoire de la Palestine, tu ne peux pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, il y a un génocide à Gaza et les gens ne comprennent pas pourquoi, ils pensent que c'est la faute du Hamas. Et donc,
j'ai aimé beaucoup le travail que je faisais. Et je n'ai pas regretté que Arafat m'a forcé à accepter. Premièrement, les Irlandais, les premiers avec qui j'ai commencé à travailler, sont adorables. Les plus pro-palestiniens du Vraiment, monde. ils sont extraordinaires, les Irlandais, parce qu'ils se sont battus contre la colonisation britannique. Alors, ils disaient, nous sommes les Arabes du Nord. Parce que ce qui nous liait, c'était notre combat contre la colonisation britannique. Puis après, les Hollandais, c'était très intéressant, parce que, malheureusement, les Hollandais ont littéralement déporté la majeure partie de leur communauté juive dans les camps. Et ils se sentent très coupables aujourd'hui d'avoir fait ça. Et donc, ça m'a appris beaucoup sur la Shoah, sur le génocide juif, sur comment des gens ont dénoncé leurs voisins, même avec les enfants des voisins. Anne Frank, elle est de Hollande. Et donc, j'ai aimé parce que c'était comme une leçon, même si c'était difficile parce que je ne parle pas hollandais. Et après la Hollande, Arafat a voulu me nommer en France et je suis venue en France. En France, j'étais un peu chez moi parce que comme j'ai fait des études dans un lycée français toute ma vie, du jardin d'enfants jusqu'au bac, je connaissais bien la langue. J'avais étudié à l'université, donc j'avais encore des relations. Et par rapport à la Hollande, je pouvais faire encore plus. Il faut dire la vérité. Les Français m'ont ouvert toutes les possibilités de communication. La radio, la télévision, le Quai d'Orsay, l'Élysée. Et ça m'a beaucoup aidé parce que il m'appelait la Palestinienne. On a vu la Palestinienne aux nouvelles ce soir. Et en Hollande, je n'étais jamais invitée parce que je ne parle pas hollandais. Donc, il me disait, on ne peut pas traduire à la télévision parce que ce n'est pas bien pour les téléspectateurs. Donc, je n'étais jamais exposée vraiment aux médias en Hollande. Peut-être quelques journalistes qui faisaient de la presse écrite, mais pas plus. Tandis qu'en France, j'étais invitée comme si j'étais française. Et les gens étaient contents parce que souvent, on invitait l'ambassadeur d'Israël avec moi et je le faisais taire parce que je connaissais bien mes arguments. Et donc, je prenais un taxi, il me disait « Bravo, hier, tu as fait taire l'ambassadeur d'Israël ». Parce que, malheureusement pour eux, les Israéliens diplomates utilisent beaucoup de propagande. Ils appellent ça en hébreu la hasbara. Ça veut dire la propagande qui a convaincu beaucoup de gens qui, jusqu'à aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé à Gaza, disent Israël, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Pourquoi ça? Parce qu'il y a tellement de culpabilité par rapport à la responsabilité européenne dans le génocide juif et dans la Shoah, qu'ils pensent qu'ils se rattrapent sur leurs crimes de la Seconde Guerre mondiale. Mais rien ne rattrape. Et en faisant ça, c'est très triste pour les Palestiniens parce que les Juifs en Palestine étaient très heureux. Ils étaient heureux en Syrie, au Liban, en Irak, en Iran. Et pourquoi est-ce qu'il faut que les Palestiniens payent le prix d'un génocide commis en Europe par des Européens contre les communautés juives de tous les pays européens? Et donc, il y a quelque chose, moi j'appelle ça une tragédie grecque, beaucoup plus qu'un conflit politique. Lorsque les gens me disent le conflit israélo-palestinien, je dis non, ce n'est pas un conflit. C'est une question de Palestine. C'est comme ça qu'elle s'appelait aux Nations Unies. Et c'est plus une tragédie grecque, parce que les anciennes victimes deviennent les oppresseurs et la nouvelle victime est palestinienne. Ça veut dire, ça montre comment l'histoire peut se retourner contre des gens qui n'ont pas de responsabilité pour les malheurs qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'Israéliens qui comprennent ça, mais il y a aussi beaucoup qui, malheureusement, ont voté pour le gouvernement de Netanyahou, qui est sûrement le gouvernement le plus à droite depuis la création de l'État d'Israël. Leila, tu es une communicatrice formidable. Je ne sais pas Je si pense- c'est formidable. Il faudra demander Non, aux gens non, non. qui écoutent. Non, non, je sais, je te vois, je t'écoute, je Oui. t'ai vu en action parfois ici, par là. Et en effet, je n'ai jamais rencontré un ambassadeur israélien qui peut tenir ton rythme. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, mais aussi dans le passé, ce que tu fais, que c'est de rendre la complexité Oui. de la réalité. Oui. Tu n'aimes pas les stéréotypes, simplification, la oui. simplification, les clichés qui tuent. Et en effet, par exemple, ta seule existence, ta seule professionnalité, c'est le déni total de la simplification. Oui. Tu es une femme, mais tu as un rôle, par exemple. Tu parles beaucoup de langues, tu peux tenir tête à tout le monde. Alors, partons de là.
le don de la complexité et le danger de la simplification comme un instrument politique de la Oui, politique. je pense, comme tu dis, que la complexité est dans la plupart des situations. Aujourd'hui, en Ukraine aussi, il y a une grande complexité. Et essayer d'enlever la complexité, c'est vraiment une réduction de la réalité. La réalité, elle est complexe. En Italie, en Ukraine et surtout dans les pays comme nous, qui avons tellement de problèmes à régler, il y a une nécessité de comprendre la complexité. D'où l'importance de connaître l'historique et de comprendre la mémoire. Tu me dis que je m'intéresse à la culture. Comment tu peux expliquer la complexité et la diversité et la richesse de la culture arabe en Palestine si tu ne vois pas la diversité des langues, des religions? C'est une terre sainte, ça veut dire, Arafat adorait Terra Santa. Et comme ça, il disait, nous sommes une Terra Santa. Pourquoi? Parce que c'est le pays et la ville, Jérusalem, des trois religions, juive, chrétienne et musulmane. En Sumer, c'est l'invention de l'écriture. Il y a une richesse en Méditerranée qui n'a pas d'égal. Aujourd'hui, les Européens sont forts, les Américains sont forts. Mais est-ce qu'il y a vraiment un passé historique, culturel américain? Non, c'est ou des cowboys ou des Indiens. Et donc, il y a quelque chose qui est fascinant, d'où le travail des voyageurs qui ont été vers l'Égypte, vers la Palestine, vers le Liban, parce qu'ils ont découvert, hier il y avait un article très bien dans le journal sur Pierre Loti. Ils viennent de rouvrir la maison de Pierre Loti comme un musée Pierre Loti. Pierre Loti, il a été dans tous ces pays pour voir de ses propres yeux. Et donc, il y a quelque chose qui est Chateaubriand, plein de gens sont venus dans cette région du monde à cause de la richesse de la culture, des langues, de l'histoire. Il y a la Bible, il y a la Torah, il y a le Coran. Les trois parlent de Jérusalem. Et donc, je pense qu'on n'a pas le droit de faire des clichés. Mais ces clichés, ils viennent de l'ignorance. Moi, j'ai inventé un terme, pas ignorance, ignardise. J'ai fabriqué le terme parce que quelquefois, les gens sont tellement ignorants et ils ne reconnaissent pas qu'ils sont ignorants, donc ils ne lisent pas des livres. Parce qu'on peut dépasser en voyant des films, en lisant des livres, en lisant de la poésie. On peut découvrir qu'est-ce qui est vraiment l'historique d'une question ukrainienne, par exemple. Mais si on veut se contenter de regarder la télévision, bien sûr, ce sont des clichés, parce que la télévision fonctionne par clichés. Et aujourd'hui, c'est le téléphone mobile et les réseaux sociaux qui continue le travail qu'a commencé la télévision. Mais les gens, lorsque tu communiques avec eux, et tu leur donnes une piste, c'est pour ça que j'aime la communication, parce que je vois l'effet. Si tu sais bien communiquer, tu suscites l'intérêt. Après, les gens vont rentrer à la maison, ils vont lire un livre, ils vont regarder un documentaire, et ils vont découvrir que ce qu'ils avaient étaient des clichés. Et dans ce sens, alors, un instrument politique pourrait être la création du doute. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a deux clichés qui sont très dangereux pour les Palestiniens. Les terroristes et la victime. Et? Non, ça c'est le troisième. Oui. L'islamophobie, Oui, naturellement. oui, oui. Mais aussi, de l'autre côté, la victime absolue. Oui. Et c'est bien plus complexe que ça. Mais comment en faire détruire les clichés qui sont si solides? Oui. Non, mais ils ne sont pas tellement solides. La preuve, le terrible génocide à Gaza depuis 2 ans, il a coûté 65 000 morts et plus de 150 000 blessés et 4 000 enfants amputés de leurs organes parce que l'immeuble tombe sur eux. Ils ont beaucoup changé l'opinion publique mondiale. Aujourd'hui, même à Hollywood, il y a des bagarres entre ceux qui veulent appeler génocide, ceux qui ne veulent pas appeler génocide, ce qui s'est passé à Gaza. Donc, ce n'est pas vrai que les clichés sont complètement accrochés. Mais la réalité qui est loin n'est pas connue assez parce que c'est loin. Par exemple, pourquoi les Israéliens ont interdit à tous les journalistes de rentrer dans la bande de Gaza? Pas un journaliste. Sauf si un journaliste qui va avec l'armée israélienne. Et les journalistes se respectent, ils ne vont pas être des agents de l'armée israélienne. Tout ce qu'on voit, c'est fait par des journalistes palestiniens. Et plus de 240 ont été tués parce que justement, ils montrent la réalité. La réalité, elle est complexe.
Et nous sommes dans une période de notre vie, avec, et de la vie de tous les gens, les moyens techniques et technologiques de communication, quelquefois, ils détruisent l'intelligence. Ça veut dire, si tu regardes nos parents et nos grands-parents, leur manière d'apprendre des choses était beaucoup plus sérieuse que regarder la télévision ou lire sur le iPad ou sur le iPhone les nouvelles. Maintenant, c'est rapide et vraiment comme du morse. Mais ça n'aide pas à réfléchir, ça n'aide pas à... C'est pour ça que la culture est importante, parce qu'elle s'adresse pas via l'info, parce qu'il y a beaucoup de fake news aussi. Elle s'adresse à travers l'expression artistique, l'expression culturelle, qui est une langue commune aux gens dans le monde entier. Moi, je peux communiquer avec un Japonais, ou je peux communiquer avec une Canadienne, ou je peux communiquer avec une Africaine, parce que la culture nous réunit. Et donc, je pense que, moi, si tu me dis quels sont les meilleurs moments de ton travail comme diplomate, je te dirais la culture. Ça veut dire qu'en 97, j'ai fait une saison, j'ai organisé avec mes collègues, bien sûr, avec mes collègues français aussi, le Quai d'Orsay, une grande saison culturelle qui s'appelait le Printemps palestinien, dans plusieurs villes. Et après, à Bruxelles, j'ai fait aussi une saison culturelle qu'on a appelée en arabe Masarat, ça veut dire itinéraire. Et dans les deux cas, celui qui présidait le comité d'organisation était Mahmoud Darwish, parce que je ne voulais pas un fonctionnaire de l'autorité palestinienne, je voulais un artiste ou un poète ou un écrivain. Et Mahmoud, très gentiment, a accepté, bien que au début, il m'a dit, je dois écrire, il faut que tu me laisses écrire. Je dis oui, mais ton nom est connu et Edward est mort. Donc, il n'y a plus que toi. Et donc, il a accepté, et parce que c'est important pour les partenaires européens d'avoir un nom connu à la tête de la commission. Et donc, ces deux saisons culturelles ont eu un impact très important parce que la culture, elle fait des liens entre les gens. Et donc, ce n'est pas comme la politique, les gens sont douteux. Est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il est en train de nous manipuler? Est-ce que c'est de la hasbara? Est-ce que c'est de la propagande? Ou est-ce que c'est des vrais faits? Tandis que la culture ne sait pas mentir. Elle peut être faible, elle peut être mal inspirée, mais elle ne raconte pas des fake news. Si, il y a la fiction, mais la fiction est la fiction, et l'autobiographie, la biographie est quelque chose qui peut passer vraiment d'une culture à une autre. C'est vrai. Je voulais demander à ce propos, ce que l'on a perdu un peu, c'est l'expérience directe avec les social media et la technologie, l'intelligence artificielle. Ce qui manque et qui manque plus en plus, c'est l'expérience directe. Toucher, voir, écouter, renifler. renifler. Et l'expérience directe est, c'est vrai, ce que tu disais, la presse, pas du 7 octobre 2023. La dernière fois que je suis entrée à Gaza, c'était l'année 2005. Dans l'année 2006-2007, fini. Alors, et ça veut dire que l'expérience directe est dangereuse. Il faut arrêter ça. Parce que l'expérience directe, elle a deux formes d'intelligence. Une intelligence cérébrale, tu découvres qu'est-ce qu'il y a, l'autorité, le Hamas, les riches, les pauvres, les chrétiens, les musulmans, c'est une grande communauté chrétienne à Gaza, personne ne sait ça. Et donc, mais en même temps, l'intelligence émotionnelle, parce que nous avons deux intelligences, l'intelligence cérébrale et l'intelligence des émotions. Pendant longtemps, on n'a pas reconnu l'intelligence des émotions. Et moi, comme orientale, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on peut communiquer par le cœur, on peut communiquer par l'émotion, par la tendresse, par l'amour, par la sympathie que nous inspire des peuples. Par exemple, moi j'adore les Indiens d'Amérique. Pourquoi j'adore les Indiens? Parce que je sais comment on les a mis dans des réserves et ils étaient les vrais habitants des États-Unis et de l'Amérique entière. Regarde les aborigènes en Australie, la même chose. Donc, c'est beaucoup plus une intelligence émotive que je mets en marche que cérébrale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers la réalité. Moi, par exemple, à côté de la culture, j'ai beaucoup travaillé en France et en Belgique avec la coopération décentralisée. Ça veut dire des élus et des citoyens
disons, d'une ville ici, vont chez des gens avec qui ils sont jumelés et ils échangent l'éducation, les travaux de la municipalité, la culture, la danse, le théâtre. Et comme ça, les gens se rencontrent et comme tu dis, ils voient la vraie réalité. Et c'est très important parce qu'ils reviennent transformés. Transformés, vraiment, parce qu'ils découvrent que tout ce qu'ils avaient, c'était des clichés. Et là, ils voient la réalité, ce n'est plus des clichés. Et cette réalité, la plupart du temps, elle les rapproche beaucoup des Palestiniens et de leurs amis israéliens, parce qu'on a quand même pas mal d'amis israéliens qui militent aussi pour mettre fin à l'occupation. Tu sais que notre commun ami John Berger a utilisé cette formule qui pour moi est précise, amnésie du tangible. Amnésie du Amnésie du tangible. tangible, qui est une formule nette. Très simple. Très simple et très directe. Et revenons à ton ami Jean Genet. Il ressemble un peu à c'est John Berger, toi. oui. Si, C'est des et êtres toi, exceptionnels. oui. exceptionnel, unique, nous manque, il nous manque. Mais ils nous ont laissé les livres, comme tu dis. Et en effet, tu as invité Jean Genet. Non, c'était c'est comment pas- c'est lui, l'histoire? c'est lui qui s'est invité lui-même. Ça veut dire que moi, j'ai connu Genet en 75, très tôt. On est très vite devenus amis. Et lui avait besoin de nourrir sa mémoire d'un voyage qu'il a fait en Jordanie en 1970 pour témoigner des massacres que l'armée jordanienne faisait contre les Palestiniens de Jordanie. Parce que nous, on commençait à devenir politisés, comme je t'ai dit, en 67. Et on a fait un peu des petits États, le Front démocratique, le Front populaire, les communistes, le Fatah. Chacun, et on était armés. Et donc, on a un peu foutu le bordel dans la Jordanie. Alors, l'armée a vraiment ouvert des canons sur les camps de réfugiés, ce qui était vraiment un désastre et un crime. Donc, le représentant qui était à Paris s'appelait Mahmoud El-Hamshari, type que j'ai adoré, qui a été lui aussi assassiné. Et il connaissait Jean Genet. Donc, il a dit à Jean Genet, est-ce que tu peux aller en Jordanie pour témoigner de ce que tu vois, la réalité dont tu parles? Est-ce que tu peux aller voir la réalité de cette guerre entre l'armée jordanienne et les Palestiniens? Et Jean Genet a été tout seul. Et lorsqu'il a découvert les camps de réfugiés et les camps des fédayines, des combattants, il est tombé amoureux de cette réalité. Pas d'un homme qu'il a aimé. Il y a des gens qui sont stupides, qui pensent que son livre s'appelle Captif amoureux parce qu'il avait un amant. Il n'a jamais eu d'amant palestinien. Mais, comme tu dis exactement, soudain, il voyait l'autre côté de la réalité. Pas les clichés qu'on lui avait fait, mais une réalité de gens qui étaient humiliés, qui se sont redressés. Intifada, ça veut dire ça. Intafada, le verbe, c'est être comme ça, écrasé, humilié, et faire comme ça, revenir fier de soi et sûr de soi. C'est ça, intifada. Et donc, les Palestiniens ont créé une révolution parce qu'ils ont été très humiliés et très cassés. Et donc, je pense réellement que c'est cette réalité que Jean Genet a essayé de transmettre dans un captif amoureux. Mais je vais en quelques mots, parce que je peux parler de Jean Genet pendant 3 heures, dire que Jean Genet a eu un cancer de la gorge. Il habitait chez moi à la maison à Rabat. Et donc, à un moment donné, il a eu une rechute du cancer parce qu'il a continué à fumer. Et il y a eu le siège de Beyrouth en 1982. Et moi, Beyrouth, c'est ma ville. Je suis née à Beyrouth, donc je suis aussi attachée à Beyrouth qu'à la Palestine. Et donc, je décide que je vais aller à Beyrouth lorsque les 3 mois se terminent et Arafat est parti avec ses combattants et ma mère habite le Liban aussi. Et donc, je décide d'aller à Beyrouth et l'aéroport est fermé parce qu'on sort de 3 mois de guerre et de siège de Beyrouth. Les Israéliens ont même coupé l'eau sur les gens à Beyrouth. Et donc, je décide que je vais aller à Beyrouth. Je dis à Genet que moi, je vais aller à Beyrouth parce qu'il faut que je vois qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3 mois. Ils ont détruit plein d'immeubles, ils ont cassé des voiries, ils ont cassé des routes. Et je me sentais très proche des gens. Il m'a dit, je vais avec toi.
Je dis, Jean, tu ne peux pas venir avec moi parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Je dois aller avant à Damas. À Damas, je prends un taxi collectif. Je ne sais pas où sont les Israéliens à Beyrouth parce qu'ils n'ont pas quitté tout Beyrouth. Ils ont quitté uniquement le côté ouest de Beyrouth. Ils sont restés à l'est puisqu'ils étaient amis avec les phalangistes. Et donc, je lui dis, non, 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 tu ne peux pas venir parce que ton cancer est revenu, il faut que tu te soignes, tu dois aller à Villejuif. Non, 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 je viens avec toi. Et il est très têtu, Jean Genet. Alors, mon mari, Mohamed, me dit, regarde, il a une récidive de cancer et peut-être qu'il ne va pas vivre très longtemps. Tu préfères qu'il meure tout seul dans un hôtel mal famé parce qu'il n'avait jamais qu'un hôtel de 1 étoile à côté de la gare. Et donc, tu préfères qu'il meure tout seul dans une chambre d'hôtel ou tu préfères qu'il meure avec toi à Beyrouth, au moins il sera avec toi. J'ai trouvé que ce que mon mari disait était très intelligent. Alors, je lui ai dit, d'accord, tu viens avec moi, mais tu m'obéis, hein, parce que là-bas, on est confronté quand même à une occupation israélienne qui continue. Et c'est comme ça qu'on a été. Et on est arrivé un dimanche. Le lundi, on a fait le tour de Beyrouth avec une amie journaliste qui nous a montré tout ce que Israël avait fait pendant 3 mois, et les phalangistes aussi. Hein. Et puis, le lundi, moi, j'ai été voir un ami, Rachid Khalidi, je crois que tu le connais, et pendant que j'étais chez lui, la radio dit « explosion terrible au siège des phalangistes », mais grâce à Dieu, Béchir Jmaïl n'a pas été touché. Alors, tout de suite, je pense à Jean, qui est tout seul dans l'appartement de ma mère. Ma mère était en voyage, elle n'était pas à Beyrouth à ce moment-là. Je téléphone à la maison, je lui dis, Jean, ne sors pas de la maison parce qu'il y a une grande explosion, je viens tout de suite, je rentre tout de suite. Donc, je cours je prends ma voiture et je cours pour rentrer à la maison et on met les radios pour savoir ce qui se passe. Et les radios disent, Bachir Jmaïl n'est pas touché. Mais en fait, il était déjà mort. Mais comme ils avaient peur de la réaction hystérique des gens, ils n'ont pas parlé. Et donc, le soir même, on était chez nos voisins juste à côté et la sonnerie d'en bas de la porte d'entrée sonne très très fort. Et mon amie Jacqueline me dit, il y a une infirmière norvégienne qui vient de quitter le camp, emmenée par l'armée israélienne qui était à côté du camp, et elle veut à tout prix te voir parce qu'il n'y a plus de responsables palestiniens en ville, et toi, tu peux faire parvenir le message à Yasser Arafat. Donc, je lui donne tout de suite rendez-vous, je lui dis, je descends et on va à la maison. Ma maison est en face. Elle était extraordinaire. Et elle me raconte que l'armée israélienne est rentrée dans le camp. Elle a beaucoup participé au massacre avec les phalangistes, puis elle a dit à tous les étrangers, norvégiens, suédois, américains, venez, elle les a mis en rang et elle les a amenés dans ce qu'on appelle, nous, les immeubles de l'ambassade du Koweït, des immeubles qui sont à 4 étages devant le camp. Et elle a dit, n'ayez pas peur, on va vous rapatrier tous dans vos pays. Mais ils étaient dans un hôtel qui s'appelle Mayflower. Et si quelqu'un veut rester, il peut rester à Beyrouth. Alors, il y a deux mains qui se lèvent. Une, c'était Sweet Chai Ong, qui était une Indonésienne qui est spécialiste de chirurgie orthopédique, et cette Norvégienne dont maintenant j'ai oublié le nom, qui était extraordinaire. Elles ont dit, nous, on veut rester. Et elles m'ont dit toutes les deux, parce qu'elles sont venues dormir chez moi à la maison, elles m'ont dit, on est resté pour envoyer le message à Arafat pour qu'il comprenne que c'est un projet israélien de faire le massacre, c'est pas un projet. Comme je ne savais pas que c'était aussi horrible, j'ai laissé Jean Genet aller au camp. Les corps étaient encore par terre, ils étaient putréfiés, l'odeur était insupportable. Mais moi, je voulais savoir ce qui s'était passé pour justement envoyer le message. Je ne pouvais pas me contenter du témoignage de la Norvégienne, parce que moi, c'était le lendemain et le lendemain. Et donc, c'était absolument horrible, parce qu'ils étaient restés au soleil, dans la chaleur du mois de septembre à Beyrouth, qui est très chaud. Et Genet était confronté pour la première fois depuis 20 ans à l'horreur totale, lui qui est obsédé par la mort et la violence. Et soudain, je pense que son désir d'écrire est revenu. Lorsqu'on lui disait, comme dans le dialogue avec Rudiger, pourquoi tu n'écris plus? Il disait, parce que
personne n'a besoin que j'écrive et moi, je n'ai plus envie d'écrire. Lorsqu'il est confronté à cette expérience du massacre de Sabra et Shatila, c'est comme quelque chose qui revient de très loin et qui est le besoin d'écrire. On revient à la maison, on est KO, on ne peut même pas pleurer tellement c'est horrible. Et on trouve les traces d'amphétamine par terre parce que les combattants phalangistes prenaient de l'amphétamine pour tuer jour et nuit. Et Jean me dit, je dois rentrer. Je lui dis, bien sûr, bien sûr. Il était brûlé parce que en septembre, le soleil est encore fort et lui ne sortait pas de son hôtel à Paris. Donc il avait des cloques au visage. Je pensais qu'il allait mourir. Je lui dis, oui, je vais te trouver un taxi collectif qui t'emmène à Damas, puisqu'il n'y a pas d'aéroport à Beyrouth, il est fermé. Et de là-bas, un ami te prendra. Et il y avait la femme de Lias Sambar qui était dans le même taxi que lui. Vous allez aller, Samia est avec toi, elle t'aidera et vous allez à Paris. Parce qu'elle va à Paris elle aussi. Parce que Elias était à Paris. Et donc, je lui dis, et surtout, Jean, tu ne fais pas le malin. Parce que dans le taxi collectif, tu n'es pas seul, il y a d'autres personnes. Et il y a des barrages de l'armée israélienne et des phalangistes. Donc tu ne fais pas le malin parce que lui, il était très, très, très malicieux. Et si tu as écrit quelque chose, donne-le-moi parce que sinon, tu vas avoir des problèmes avec les barrages. Il me dit, si j'ai écrit quelque chose, ce n'est pas sur le papier, c'est là. Et j'ai déchiré tous les papiers, je les ai jetés dans les WC et j'ai tiré la chasse. Mamma mia, tu as détruit ce que tu as écrit, mais je t'ai dit que ce que j'ai écrit, il est là, il n'est pas sur le papier. Et ils sont partis. Et il est arrivé à Paris. Moi, je suis restée, j'ai fait une enquête avec les blessés de Sabra et Shatila et j'ai compris tout ce qui s'est passé et j'ai averti Arafat. Et un mois après, j'ai été à Paris pour rentrer au Maroc chez mon mari. Et lorsque je rentre dans la chambre de la chambre de Jean Genet, dans les frères Bouglione qui ont le cirque Bouglione l'aimaient beaucoup et ils l'avaient logé dans un appartement Bouglione dans le 17e arrondissement sans payer d'argent. Et donc il était dans son lit vraiment un peu blême, parce que le cancer quand même était revenu, et il n'y avait que des bouteilles de lait comme ça, alignées sur le mur, parce qu'il ne pouvait pas avaler le pauvre chéri, donc il prenait uniquement du lait. Et il s'est mis debout comme ça dans le lit. Ah, tu es rentré? Oui, je suis rentré. Comment tu vas? Comment tu te sens? Il me dit bien, viens ici. Et il sort d'à côté du lit, de la commode, un paquet de papier comme ça. Il me dit, tiens, c'est pour toi. Et je regarde, c'est tapé à la machine déjà. Et c'est absolument extraordinaire, c'est 4 heures à Shatila. Le texte, tout de suite, je lui dis, Jean, c'est comme tu écrivais avant. Tu as recommencé à écrire. C'est extraordinaire. C'est tragique, mais c'est tellement bien écrit qu'on est pris par la beauté de l'écriture. Bravo, c'est génial. C'est parce qu'en fait, je pense qu'il avait envie de revenir à l'écriture, mais il avait besoin d'un choc pour susciter l'envie. Et depuis ce jour, il ne s'est plus arrêté. Il a écrit 4 al-Shatila, qui est un peu le hors-d'œuvre de la grande captif amoureux. Et il a fait la chose la plus extraordinaire au monde. Il a inventé une forme d'écriture avec un captif amoureux. Ça veut dire que ce n'est pas, on parlait beaucoup lui et moi, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, c'est tout ça en même temps. Et il me disait tout le temps, je veux leur montrer les Palestiniens. Parce qu'ils ont été invisibilisés. À partir de, pourquoi on dit c'est la Nakba? Parce que la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, c'était de vider la Palestine du maximum de gens, 700 000 sur 1,5 million, et les rendre invisibles. C'est pour ça qu'on les appelait les Arabes. Dans les résolutions des Nations Unies de l'époque, on ne disait pas les Palestiniens, on disait les réfugiés arabes. Et arabe, c'est très général. Il y a 22 pays arabes avec la Palestine. Et donc, lui, en Europe, les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas à quoi ressemble un Palestinien. Et donc, après les dernières années, ils ont remplacé Palestiniens par terroristes palestiniens, ce qui n'est absolument pas vrai. Et donc, lui, il était dans son lit, dans sa chambre d'hôtel à Paris, et moi, j'étais assise sur une chaise au bout de la chambre. De temps en temps, il levait la tête, après avoir écrit. Il me disait,
tu comprends, je veux que les gens les voient. C'est comme si je fais un script pour un film. Je veux que ce soit des séquences comme ça pour qu'ils voient les Palestiniens. J'ai dit, tu as raison, parce qu'ils sont rendus invisibles. On est en 1986, ok? Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qu'il écrit? Un roman, un essai, une biographie, une autobiographie? Parce que j'arrivais pas. Après, parce qu'il est très sympathique. Après, il me disait, regarde Leila, je veux qu'on lise ce livre de gauche à droite et de droite à gauche. Je dis, comment ils vont lire de droite à gauche? C'est pas de l'arabe. Et en français, en anglais, on lit de gauche à droite. Oui, mais tu ne comprends pas ce livre. On ne doit pas le lire comme ça d'une traite. On peut ouvrir au milieu et dire, ah, je vais lire ça ce soir. Après, le fermer et revenir une semaine après, le prendre de la commande et lire une autre partie. J'ai dit, bon, maintenant je comprends un peu mieux. Après, parce qu'on s'aimait beaucoup vraiment. Bien qu'il ne manifeste pas trop l'amitié et l'amour facilement. Moi, je suis beaucoup plus extravertie, comme dit mon mari. Et un jour, il me dit, Leila, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je dis, de quoi je vais m'inquiéter? Il me dit, du livre. Il va revenir comme une bouteille à la mer. Et j'ai adoré cette expression, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque le livre est apparu après sa mort, quelques mois après sa mort, il avait déjà, lui, mis en page comment il voulait que les paragraphes soient, comme il dit dans le début du livre, le noir entre les blancs. Il voulait mettre des blancs lui-même, parce qu'il n'y a pas de chapitre. Il voulait mettre les blancs pour changer de sujet, parce qu'il allait au Japon, il revenait en Jordanie, puis il allait au Liban, puis il allait en Grèce. Et donc, il mettait les blancs là où lui voulait dire qu'on est passé à autre chose. Et j'ai été très impressionnée lorsque le livre est sorti, le nombre de gens qui ont critiqué le livre, sans l'avoir lu, en disant, oui, c'est sûrement un livre de propagande pour les Palestiniens et pour l'OLP et les Panthères noires, parce qu'il parle beaucoup des Panthères noires dans le livre. C'est un livre de propagande. Il est devenu sénile, Jean Genet, il est trop vieux pour écrire, il a écrit n'importe quoi. Et moi, vraiment, j'étais vraiment écroulée de tristesse que ce magnifique livre, les gens ne le comprennent pas. Puis, il y a eu Alain Milianti qui a découvert le livre et 4 heures à Châtillon, qui m'a contactée pour faire une pièce de théâtre, et elle a eu le premier prix de théâtre en France. Très bien. Comme les gens ont vu la pièce, ils ont voulu lire Un captif amoureux. Et petit à petit, Un captif amoureux est devenu un best-seller. Et petit à petit, les critiques littéraires disaient c'est un chef-d'œuvre parce que c'est une nouvelle forme. Et Genet, à la veille de sa mort, est capable de créer une nouvelle forme. Et donc, ça a de nouveau ramené Genet à l'amour de ses lecteurs. Et moi, lorsque je parle de Genet dans une conférence, il n'y a plus de place dans les sièges parce qu'il y a tellement de monde. Les jeunes aiment beaucoup Genet. Et le théâtre, j'ai vu la semaine dernière, Le Funambule, monté par Pierre Constant. Magnifique, le texte en entier qui est littéralement mis en scène par Pierre Constant, qui était un ami de Genet, lui-même un acrobate à un moment donné de sa vie. Donc, la littérature, c'est fantastique, parce que c'est comme s'il n'y a pas de mort, comme si la mort ne coupe pas le fil. Et tous les gens qu'on aime, on garde le fil. Moi, je parle à ma mère dans les murs de la maison ici. Et je sens quelquefois que Jean est là, je sens quelquefois que Mahmoud est là. Je dis, tu as vu ce qu'ils ont fait à Gaza? Et donc, il y a quelque chose qui, dans la culture, dépasse la mort. Parce que la mort est quelque chose de terrible, parce qu'on disparaît complètement. Et les gens qui nous aiment ne savent pas comment s'adapter à l'absence, parce que la mort, c'est l'absence avant tout. Et donc, je trouve que c'est formidable d'écrire. Et si j'ai épousé un écrivain, ce n'est pas sans raison. Et je trouve que pour Genet, à 76 ans, d'inventer une nouvelle formule d'écriture comme Un captif amoureux, c'est absolument extraordinaire. Celui qui a le mieux compris, c'est Juan Goytisolo, l'écrivain espagnol, qui a écrit un très beau texte sur Un captif amoureux. Écoute, Leila, je voulais raisonner un peu avec toi à propos de ça. Quelqu'un comme Jean Genet, à la fin de sa vie, a
voulu rendre visible les Palestiniens, les rendre réels, le poids de la réalité, comme il disait. Maintenant, il y a combien d'années après 40, nous sommes dans l'année 2025, les Palestiniens risquent d'être rendus invisibles. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ils sont en fait beaucoup plus visibles qu'il y a 40 ans parce qu'ils meurent. Parce qu'ils meurent à Gaza. Tuer 65 000 personnes en 2 ans, des civils. Même l'armée israélienne dit 85% des victimes sont des civils. Donc ils savent qu'ils ont tué des civils parce qu'ils veulent faire un nouveau nettoyage ethnique. Ils pensent que s'ils les poussent vers la frontière égyptienne, ils vont traverser et aller vivre en Égypte, ce qu'ils ne feront jamais, parce que ils ont appris la leçon à la Nakba. Ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Et donc, je pense qu'en fait, ils sont devenus visibles parce qu'ils meurent. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque capitale européenne, il y a 100 000, 200 000, 300 000 manifestants qui manifestent en disant « Free Palestine, Free Palestine ». Mais le prix est trop cher. Le prix à payer pour devenir visible maintenant, c'est la mort. Le prix à payer pour devenir visible en 67, c'était la révolution. Parce que le monde a changé. En 67, il y a eu la guerre du Vietnam et la victoire des Vietnamiens. Il y a eu l'Afrique du Sud et la victoire des Noirs en Afrique du Sud. Il y a eu toutes les révoltes en Afrique et en Amérique latine. Et donc, on respectait la visibilité, mais vraiment à travers le combat. Comme dit d'ailleurs Genet, ils se sont relevés. Ils étaient humiliés, cassés, ils se sont relevés. Aujourd'hui, le monde va tellement mal, tout le monde entier, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe, tous vont mal. L'Afrique, les Arabes vont très mal, les Arabes. Et donc, le fait que lui, il commence à parler des cadavres dans 4 heures à Châtiella, c'est ça qui a fait, aussi Châtiella a attiré beaucoup d'attention, beaucoup de visibilité, mais c'est des morts, c'est des cadavres. Et donc, ce qui est très triste, il y a des gens qui ne veulent plus regarder la télévision parce qu'ils ne peuvent plus voir de cadavres. Moi, je continue à regarder pour ne jamais oublier. Et donc, je pense que Genet a une relation incroyable qui est presque cosmique avec les réalités politiques et sociales et économiques. D'ailleurs, il se préservait, et il le dit dans Un captif amoureux, il se préservait pour que cette perception de la réalité ne soit pas altérée. Il avait très peu d'amis, peut-être 3, maximum 4. Il n'allait jamais chez les gens en visite. Il pouvait avoir un dialogue intellectuel, par exemple, comme avec Derrida, qu'il aimait beaucoup, et c'était vice-versa. Mais sinon, il me dit, il faut se préserver. Ça veut dire qu'il ne voulait pas être influencé par autre chose que ce qui l'intéressait pour l'écrire. Et je pense qu'il a fini sa vie avec un pari extraordinaire, qui est d'inventer une forme nouvelle, et qui était un livre sur lui-même. Les gens ont tort. Ce n'est pas un livre sur les Palestiniens, ni un livre sur les Black Panthers. C'est un livre sur lui-même et sur combien l'écriture a été importante dans sa vie. Et ça, c'est très émouvant parce que c'est le plus beau cadeau qu'il peut faire à ses lecteurs. Et l'on parle d'un autre sujet. Je voulais te demander, tu as été là... Tu as eu un rôle politique très clair jusqu'à l'année 2014. 15. 10 ans. Et au téléphone, tu m'as parlé immédiatement de 10 ans, les derniers 10 ans, comme 10 ans de liberté, oui. Liberté de parole. Oui, totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es le représentant officiel, c'est pour ça qu'au début, je ne voulais pas un rôle officiel. Tu ne peux pas être l'ambassadeur d'un pays et après critiquer sa direction politique. Et donc, moi, j'ai démissionné en 2015. J'ai prétendu que c'était une retraite, mais c'était uniquement pour que les Israéliens n'utilisent pas ma démission contre l'autorité palestinienne. Mais en fait, je sentais déjà que l'autorité palestinienne, ça veut dire la direction héritée de Oslo. Parce qu'avant, ça ne s'appelait pas autorité palestinienne, ça s'appelait OLP. Avec l'OLP, j'étais tout à fait à l'aise. Mais l'autorité palestinienne est devenue presque un instrument d'un processus de paix qui a échoué. Donc, elle n'a plus de raison d'être. Elle est devenue une direction d'apparatchik
qui fonctionnent comme des apparatchiks. Et moi, je déteste les apparatchiks. Pas seulement en Palestine, dans tous les autres pays qui ont été dans une lutte de libération nationale. Il faut rester proche du peuple. Et si tu regardes bien, l'intifada a été décapitée par les accords d'Oslo, parce que la minute où on a commencé à négocier, la condition israélienne était que vous vous arrêtez de faire de l'intifada, la première intifada en 87. Et je pense que Abbas a laissé un gouffre entre la rue palestinienne, les intellectuels palestiniens, les militants palestiniens et la direction politique de l'autorité. Il n'y a rien pour les relier. C'est pour ça que je trouve que les propositions de M. Trump de 21 points pour la solution, c'est une humiliation totale. Jamais, jamais Arafat n'aurait accepté ces conditions. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Comme si on était des enfants devant un maître d'école. Et je crois que ça vient de la différence de personnalité, vraiment. Et donc, je suis très contente d'être libre. Je n'aurais pas pu te dire ça il y a 13 ans, parce que si on se respecte, on ne critique pas sa propre direction. Mais maintenant que je suis libre, je peux dire ce que je pense de tout, inclus de moi-même. Et alors, je voudrais que tu me dises quelque chose à deux propos. J'ai l'impression que l'on parle toujours de Gaza, et c'est juste de parler de Gaza, mais l'on ne parle pas de la Palestine. Oui, tout à fait, c'est très vrai. Et l'on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. Qui très est vrai, horrible. très juste. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui est en train de se passer vraiment dans la Palestine entière? Premièrement, je dois dire la première chose, c'est que le projet israélien, depuis très longtemps, est de séparer Gaza de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Les territoires occupés en 67 sont Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan syrien. Okay? Ce qui nous intéresse, c'est les territoires palestiniens. Depuis le début de l'occupation, ils veulent séparer Gaza de la Cisjordanie. Ils sont objectivement séparés parce qu'il y a entre les deux Israël. Il y a des territoires israéliens. Mais nous, sur le plan de notre émotion, de notre aspiration, de notre combat, on se sentait très proche. Arafat était très malin parce qu'il prenait son hélicoptère tout le temps entre Gaza et Ramallah pour dire, même si vous prenez la terre, moi je suis dans les airs. Mais ce qui s'est passé dans les dernières années était quelque chose qui ne correspondait pas à ce que nous sommes. Nous sommes devenus une pseudo-diplomatie, parce qu'on n'est pas une vraie diplomatie. Moi, j'ai été diplomate pendant longtemps, je peux le dire. Je peux même me critiquer moi-même de ne pas avoir vu plus tôt que ce n'est pas ce qui est important à la diplomatie. Ce qui est important, c'est la lutte des Palestiniens sur le terrain. En Cisjordanie, regarde qui l'armée israélienne attaque. Les réfugiés dans les camps. Le camp de Jenin, le camp de Tulkarem, le camp de Balata. Pas la ville de Tulkarem, ni la ville de Naplouse, ni la ville de Jenin. Les camps. Pourquoi? Parce que c'est les réfugiés qui ont fait la révolution. Dans d'autres pays, il y a eu différentes manières de faire la révolution. En Afrique, au Vietnam, en Algérie. Nous, c'est vraiment les réfugiés, longtemps avant l'intifada des territoires occupés, qui ont commencé la lutte. Déjà, et qui étaient ces dirigeants? Par exemple, Khalil el-Wazir, Abu Jihad, de Gaza. Gaza a toujours été le lieu qui a produit la révolte palestinienne, la résistance palestinienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils la détruisent complètement. Mais ils détruisent aussi les camps de réfugiés. Il y a plus de 2000 personnes arrêtées. Ils rentrent dans les maisons. C'est l'armée d'occupation. C'est comme l'occupation par les Allemands de la France et de tous les autres pays qu'elle a occupés. Et donc, appeler ça du terrorisme, c'est vraiment, comment dire, il faut écouter De Gaulle. De Gaulle dit en 67, maintenant les Israéliens ont occupé les territoires palestiniens. Toute occupation suscite une résistance. Et cette résistance, elle va être appelée terrorisme. Il dit ça en 67 déjà, parce que comme il dit, toute occupation militaire créait une résistance. Armée, bien sûr, parce qu'en face, il y a une armée qui colonise. Donc, je pense réellement qu'en Cisjordanie, ils ne peuvent pas bombarder comme ils ont bombardé à Gaza, parce qu'il y a les colonies. Il y a aujourd'hui 700 000 colons dans les territoires occupés, 700 000 en Cisjordanie, du nord, du sud et de l'est. Et maintenant, ils sont en train de faire une grande autour de Jérusalem. Et donc, ils ne peuvent pas bombarder sans tuer des colons. Donc, il faut qu'ils fassent autre chose. Ils arrêtent
Ils détruisent le camp avec les caterpillars, avec leurs machines, et après, ils poussent les gens à partir ailleurs parce qu'il n'y a plus de maison. Ils peuvent dynamiter une maison dans le camp, mais ils ne peuvent pas bombarder par l'air. Le 3/4 de la destruction de Gaza, c'est par l'aviation et les drones. Parce qu'ils s'en foutent, ils sont tous palestiniens. Et ils prétendent qu'ils sont tous du Hamas. Ce n'est pas vrai, puisqu'il y a eu des élections en 2006, et Hamas a eu 30% seulement, elle n'a pas eu 80%. Et donc, il y a quelque chose qui est la responsabilité palestinienne. Si je suis tellement critique à l'égard de Mahmoud Abbas aujourd'hui, notre président, c'est que je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de la tragédie que nous vivons aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza. Il est tellement préoccupé par la diplomatie internationale. Maintenant, ils sont très contents qu'on a 160 pays qui ont reconnu. C'est important de reconnaître, mais ça ne suffit pas. On n'a même pas été capable d'arracher un cessez-le-feu aux Américains, aux Européens, aux pays du Golfe. C'est plus important que de parler de l'État qui va venir dans 10 ans. C'est bien de le reconnaître parce que ça oblige. Vous avez remarqué que dans le discours de Trump hier, il n'y a pas une fois la mention d'une résolution internationale ou de la Cour de justice internationale ou de la Cour pénale internationale. Parce que M. Trump veut annuler tout le droit humanitaire et tout le droit international de partout. Il ne parle pas d'occupation russe en Ukraine, parce qu'il dit « mon ami, c'est Poutine ». On est rentré dans une période de chaos total et de destruction de toutes les constitutions, toutes les résolutions qui permettaient aux êtres humains et aux différentes populations de vivre ensemble. Comment tu vas vivre ensemble s'il n'y a pas un socle commun qui est le droit? Monsieur Trump veut détruire le droit parce que lui, il dit « moi, j'ai résolu cette guerre en l'espace de 1 an ». Alors, je veux bien savoir qui sont ces guerres qu'il a résolues et où est la paix. Tout ça parce qu'il veut un prix Nobel. Et donc, je pense réellement qu'en Cisjordanie, le plus terrible va venir. Et on n'a pas encore fini. On est en plein. Maintenant que nous parlons, il y a des gens qui meurent à Gaza, et il y a des gens qui meurent en Cisjordanie parce que l'armée tire avec des balles réelles dans les camps de réfugiés. Et la cible est toujours les réfugiés parce que la révolution a commencé avec les réfugiés. Toutes les fois qu'il y a quelque chose de public à propos de la Palestine aujourd'hui, en Italie, mais pas simplement en Italie, à la fin, quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est une question un peu impossible. Non, pas du tout impossible, parce que je pense que la réponse réside dans la capacité des sociétés civiles, ça veut dire des populations de tous ces pays américains, européens, arabes, de se mobiliser. Vous pensez vraiment que la Grande-Bretagne, qui était la puissance colonisatrice de la Palestine, aurait reconnu l'État s'il n'y avait pas eu des centaines de milliers de manifestants dans les rues de Londres dans les 2 dernières années? En Italie, il y a eu des centaines de milliers qui ont manifesté. Madame Meloni n'a pas encore décidé de reconnaître, mais j'espère qu'elle le fera. La pression que fait la population des sociétés civiles est très importante. Elle est importante avant tout contre leur gouvernement, pour dire qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télévision, les gens mourir et les enfants mourir, et vous ne faites rien. Ça, c'est la première. Et deuxièmement, ça influence les autres qui n'ont pas de position, ou ceux qui ont des clichés en tête. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de recours. Et je pense que la mobilisation des sociétés civiles, ce que je vous ai raconté, la coopération entre une ville italienne et une ville palestinienne, c'est très important parce qu'elle rétablit des canaux de communication entre Palestiniens. Les Palestiniens ont besoin de sentir qu'il y a des amis de l'autre côté de la Méditerranée, qu'ils ne sont pas seuls au monde. Parce que souvent, ils sentent qu'ils sont seuls. Là, ils crient à la télévision. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour arrêter ce massacre? Mais écoute, se sentir seul est terrible, mais être seul est encore plus terrible. Alors, toute cette participation, cette passion politique qui est vraie, qui est authentique, n'a pas produit
quelque chose Mais parce que la démocratie dans le monde va très mal. Nous vivons une crise très profonde Et alors? de la démocratie, surtout en Europe. Ça veut dire l'extrême droite est en train de gagner du terrain, pas seulement en Israël, mais aussi en Europe. Et cette extrême droite, la dernière chose qu'elle veut, c'est que la population soit politisée, qu'elle s'intéresse, qu'elle manifeste. Parce qu'ils pensent que si aujourd'hui on manifeste pour Free Palestine, demain on va manifester contre le gouvernement du pays. Et donc, je pense qu'il y a une crise très profonde de la démocratie. Chez nous, dans les pays arabes d'ailleurs, le printemps arabe n'a rien donné. Mais même chez vous, en Europe, il y a une très grave crise de la démocratie. Moi, lorsque j'ai commencé à travailler pour l'Union européenne, la majorité du gouvernement était de gauche. Maintenant, la majorité est de droite et d'extrême droite. Et donc, je pense que la communication entre les peuples est très importante pour recréer une nouvelle conception de la démocratie au XXIe siècle. Se réveiller. Se réveiller. La sédation, pour le moment, est forte. La sédation politique. Mais il y a des manifestations pour les droits sociaux, pour les droits médicaux, pour le droit à la liberté, pour la liberté d'expression. Il n'y a pas seulement la solidarité avec la Palestine. Mais c'est ça, exactement ça. Je voudrais terminer avec un peu de réflexion sur ça. Si l'on isole la question Palestine, ça risque d'être un peu une distraction Oui, politique. bien sûr. Non, il ne faut jamais isoler, d'ailleurs, il ne faut jamais isoler. Même en France, où moi je réside aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations, il y a les syndicats, il n'y a pas seulement les partis politiques, il y a beaucoup de citoyens. Ça veut dire ce sont des gens qui considèrent que leurs droits sociaux, leurs droits économiques et leur droit à avoir une opinion sur des luttes en Ukraine ou en Palestine, c'est leur droit et personne ne va leur enlever ce droit. Et donc, c'est très important que cette dimension sociale, culturelle, politique entre citoyens, parce que le monde est devenu un seul monde à travers, on n'aime pas beaucoup les inventions de l'intelligence artificielle, du mobile et de tout ça, mais en même temps, on peut l'utiliser positivement. Ça veut dire, ça universalise la question palestinienne. Elle n'est pas nationaliste, elle est universelle. Moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle tu m'interviews maintenant, tu fais une conversation avec moi, c'est parce que tu considères qu'en Italie, par ailleurs en Europe, il y a des gens qui sont intéressés à entendre une voix palestinienne. Parce que le monde devient une grande planète qui, malgré les gouvernements, arrive à communiquer. Et c'est là, je pense, la solution vraiment, parce que je n'ai pas beaucoup d'espoir, malheureusement, dans les gouvernements qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors, espoir, oui. Espoir, oui, bien sûr. Parce que la vitalité de la société civile est très forte. Regarde ce qui s'est passé, par exemple, en France avec les Gilets jaunes. Et ils ont inventé des moyens modernes. Ils ont fait des sit-ins dans les places sur les autoroutes et les gens ne pouvaient pas passer. Et tout le monde s'est intéressé à leurs revendications. Il faut inventer des nouvelles expressions politiques pour régénérer la démocratie. La pizzoline, elle est d'ici et elle est une très belle, très bonne huile parce qu'elle a du goût. Et il y a plein de parfums. Mais c'est parce que c'est la Méditerranée. Ouais. Nous sommes déjà dans la Méditerranée, dans le Gard. Et c'est vrai que tu as des odeurs, tu as des lumières magnifiques. C'est pour ça que c'est tellement beau le sud de la France. Moi, je ne pourrais pas vivre ici si ça ne ressemblait pas un peu à la Galilée, au Liban. Tu as cherché quelque chose de comme familial. ça. Après, j'ai compris. Une fois que j'ai trouvé, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas été en Bourgogne? Pourquoi je n'ai pas été en Bretagne? Parce que ce n'est pas du tout comme là où mon enfance a été. C'est évident. Ouais. Oui. Oui. Regarde comme la lumière est belle. Regarde la lumière sur ceux-là, sur ces arbres-là. On dirait que c'est allumé de l'intérieur. C'est incandescent, on dit en français.